Parce que c'est un jour de chassé-croisé dans des vacances, tout simplement entre la zone B et la zone C pour les vacances de Pâques. Vous serez nombreux sur les autoroutes et Bison Futé d'ailleurs voie orange. Soyez donc prudents, d'autant plus que les derniers chiffres de la mortalité routière ne sont pas bons. Le mois dernier, le mois de mars, a vu une augmentation de plus de 30% des décès sur la route par rapport au mois de mars de l'année précédente. Comment l'expliquer ? Quels conseils de prudence rappeler ? On en parle avec notre invité Stéphane Brimberté. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes formateur et expert en sensibilisation routière indépendant. Alors, on va commencer d'abord par les conseils de prudence les plus évidents, parce qu'on est sur un jour de chassé-croisé sur la route de vacances. Ça veut dire que beaucoup de Français vont faire des longues distances, notamment sur l'autoroute. Quels sont les conseils les plus adaptés à ce type de trajet ? Alors effectivement, là on a un gros week-end assez chargé. On va dire que les conseils de prudence sur ce type de trajet, ça va être surtout la planification et l'organisation. On sait que lorsqu'on est sur l'autoroute, on a pas mal de fatigue liée à la posture, au fait de pas forcément être habitué à rouler longtemps sur l'autoroute. Donc effectivement, l'idéal est de planifier des pauses régulières. Et ça, on le répète jamais assez. Ouais. Les automobilistes ont tendance à attendre de ressentir la fatigue pour s'arrêter. Idéalement, il vaut mieux s'arrêter avant ces sensations de fatigue, raideur à la nuque, sensation de bouche pâteuse, inconfort dans la position de conduite. Idéalement, 1h30, 1h45 max de conduite. C'est ça, exactement. La règle qui est donnée sur l'autoroute, c'est une pause toutes les 2 heures. Si vous faites un peu de zèle par rapport à ça, c'est toujours une bonne chose. Ça, c'est important de le rappeler, d'autant plus que sur autoroute, la conduite est plus monotone qu'en ville, par exemple, ou sur une départementale. Souvent, d'ailleurs, on utilise le régulateur de vitesse. Bref, on est moins sollicité, ou du moins, on a l'impression de moins l'être, sauf que comme on va très vite, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On est d'accord que c'est l'assoupissement la première cause de décès sur l'autoroute ? Effectivement, depuis plusieurs années maintenant, on est bien sur ce premier facteur-là de mortalité, justement parce que lorsque on a ce genre de grand départ, on a un nombre important de conducteurs qui n'ont pas l'habitude de faire des longs trajets et qui peuvent facilement se laisser avoir par déjà une date de sommeil. Quand on part en vacances, c'est qu'on va justement se relâcher, et ce relâchement peut intervenir pendant le trajet justement parce que on a déjà la tête à notre lieu de villégiature, et que on se relâche un peu trop. Exactement. Alors qu'au contraire, pour que les vacances se passent bien, il faut rester le plus attentif possible. Ça, c'est pour l'autoroute. Maintenant, revenons sur ce qui s'est passé le mois dernier. Les chiffres étaient très mauvais. Alors, c'est toujours gênant de parler de chiffres. On parle de vies humaines, mais concrètement, la mortalité a augmenté sur la route de plus de 30% par rapport au mois de mars de l'année précédente. C'est assez spectaculaire. Comment on peut l'expliquer à première vue ? Il semble que les victimes soient souvent des jeunes. Ça vient d'où ? Alors effectivement, on a une augmentation, et si on parle de vie humaine, c'est quand même assez important, puisque en gros, on a une 60aine de morts supplémentaires. Donc c'est quand même pas négligeable sur un mois. Ça fait 2 morts par jour en plus. Donc c'est quand même assez important. Alors là, si on regarde un petit peu les données de l'ONISR, on a principalement une augmentation sur le véhicule de tourisme, le 2 roues et le vélo. Donc on peut considérer quand même que effectivement les beaux jours que l'on a eu sur le mois de mars quand même sont peut-être un petit peu à l'origine de l'explication. On a eu peut-être beaucoup plus de jeunes sur les routes, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus d'usage peut-être de véhicules justement comme le 2 roues, puisque on a une augmentation quasiment de 9% sur la moto et de 5% sur le vélo. D'accord. Donc le vélo, ça peut s'expliquer, effectivement, avec des belles journées. Les gens, est-ce qu'ils ont considéré que c'était quand même plus utile d'aller prendre le vélo ? On est quand même sur des messages de prévention où on propose aux gens de prendre des moyens de transport alternatifs. Donc le vélo se développe dans les grandes agglomérations. Donc un trafic important
de manière générale, quand les beaux jours sont là, les gens que sortent. Statistiquement, malheureusement, parmi tous ces gens supplémentaires qui sortent plus que ce qu'ils ne seraient sortis s'il avait plu, et malheureusement, parmi eux, il y en a qui vont avoir un accident grave, voire mortel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on rappelle, d'une part, aux automobilistes de bien partager la chaussée, et d'autre part, des utilisateurs de deux roues d'être plus attentifs au respect du code de la route? Alors effectivement, les deux éléments sont importants, puisque on a ce développement à la fois des modes de transport alternatifs, que ce soit les petits véhicules électriques ou le vélo, et on a une cohabitation qui est pas toujours évidente avec les usagers motorisés, parce que le vélo il n'est pas très visible dans le trafic, donc ça demande aussi aux automobilistes une attention supplémentaire. Ouais. Après, effectivement, les usagers de deux roues, dans un espèce d'élan de liberté, ont parfois tendance à mettre le code de la route un petit peu de côté. Et même assez souvent en ville. Alors, il faut qu'on parle, il y a plusieurs types de cyclistes, c'est important aussi de faire la part des choses. Et tous les cyclistes, d'ailleurs, sont parfois victimes d'accidents graves, malheureusement. D'abord, il y a les cyclistes passionnés qu'on va voir sur les routes de campagne, qui adorent ça et qui parfois sont victimes d'automobilistes qui roulent comme des fous furieux et ne les respectent pas. Et à côté de ça, il y a le cycliste occasionnel en ville qui s'arrête même pas au feu rouge. C'est deux situations un peu différentes, non? Alors on est sur deux situations différentes et on n'est pas forcément sur la même catégorie d'ailleurs d'usagers. Le cyclotouriste sportif n'est pas forcément l'utilisateur de vélo au quotidien. Voilà. Donc on est vraiment sur deux profils. Alors effectivement, si on regarde le mois de mars, la mortalité, la surmortalité, de manière globale, elle a surtout eu lieu en dehors des agglomérations. Donc c'est aussi à prendre en compte dans l'analyse. C'est important. Effectivement. Donc ça signifie que les cyclistes, une bonne partie malheureusement des cyclistes qui sont morts sur la route le mois dernier, c'était des cyclistes qui étaient en dehors des villes et donc qui ont pu être heurtés par des véhicules qui roulaient à 90, 100 ou 110 km/h, quoi. En tout cas, certainement une cohabitation difficile. On l'entend souvent dans nos stages. La cohabitation entre les différentes catégories d'usagers, et notamment hors agglomération entre les cyclistes et les véhicules motorisés, c'est assez compliqué parce que les différentiels de vitesse sont importants. C'est ça. Et les objectifs sont importants entre le cyclotouriste qui lui a ses kilomètres à avaler dans une dynamique sportive et l'usager de la route qui lui a ses objectifs soit d'aller au boulot, soit d'aller se promener avec des différentiels de vitesse de plus de 40 km/h. Donc c'est très compliqué effectivement comme cohabitation. Exactement. Mesdames et messieurs, partagez la route, que vous soyez en ville ou non, et respectez le code de la route. Soyez prudents sur la route aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage et ces conseils de bon sens, Stéphane Brimberté. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes formateur et expert en sensibilisation routière indépendant. Merci pour tous ces conseils.